Les pays africains doivent-ils mettre un terme à l'émission de certains médias, notamment occidentaux, sur leur territoire? RFI, France 24, BBC, CNN et j'en passe, tous ces médias arrosent le continent africain à longueur de journée. Il faut rajouter à ça d'autres médias venus des autres parties du monde, Al Jazeera, CCTV ou encore I24. L'Afrique dans ce domaine, comme c'est le cas dans bien d'autres d'ailleurs, est un peu comme la poubelle du monde. On reçoit tout, sans aucun filtre, y compris des médias dont les discours vont totalement à l'encontre de nos intérêts. Certains de ces médias prônent, par exemple, des pratiques qui sont condamnées par nos lois. Mais malgré ça, nous regardons sans rien faire. Après les attaques du 25 avril dernier contre le Mali, la question de la guerre informationnelle a refait surface avec plus d'emphase. On a tous été frappés par la manière de traiter cette information par certains médias occidentaux. Direction le Mali à présent, le pays est en train de sombrer dans le chaos. Nous avons mal vu l'intervention de la Russie pour soutenir la junte. La junte au pouvoir, elle, résiste et affirme que tout est sous contrôle. Qui contrôle aujourd'hui le territoire malien? Le pays est en effet plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Les djihadistes du JNIM, alliés aux rebelles touaregs, poursuivent leur offensive sur l'ensemble du territoire contre la junte au pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako? Symbole peut-être d'une déroute également, les mercenaires russes de Wagner, de leur côté, ont obtenu un accord avec les rebelles pour quitter la ville de Kidal. Le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui, il a été exfiltré de Bamako. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi le contrôle du narratif devient quelque chose de vital pour tout pays ou pour tout espace. Il est désormais indispensable de comprendre que l'information est la clé. On a bien vu que sur certains médias, il était davantage question de faire la promotion des actes terroristes, de donner la parole aux terroristes, que de dénoncer ce qui s'était passé et l'atrocité de ces attaques et tous les dégâts que cela avait pu causer sur le Mali. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi crée-t-on un média ? Pourquoi un média a une ligne éditoriale? Il est peut-être temps de rompre définitivement avec le mythe de la neutralité qu'auraient les médias. Qu'on se le dise une fois pour toutes, aucun média n'est neutre. Je crois que comme ça, c'est clair. À partir du moment où un média est institutionnel, c'est-à-dire qu'il est détenu par un groupe industriel ou un actionnaire, de toute façon, il est plus indépendant et la propriété du média détermine sa non-indépendance. Quand on va dans le réel, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des médias indépendants et des médias pas indépendants. Je pense qu'il y a des degrés. Voilà. Il y a des degrés. Alors, on peut essayer de graduer un tout petit peu. Je veux dire, au sommet de l'indépendance, il y a le média qui est détenu par ses journalistes et que par ses journalistes. Là, on ne peut pas faire plus indépendant que ça. En quelques années, le CAC 40 a fait main basse sur la quasi-totalité des organes de presse et des chaînes d'information dans notre pays. Il y véhicule ses messages, il y promeut ses obligés, il y mène de très vastes campagnes de dénigrement à l'égard de ceux qui menacent sa mainmise. La question fondamentale que devrait se poser chaque Africain, c'est pourquoi les grandes puissances dépensent chaque année des millions de dollars pour financer des médias qui arrosent quasi exclusivement l'Afrique. Est-ce qu'ils sont vraiment préoccupés par le fait que les Africains aient accès à une information de qualité? Même le plus incrédule d'entre nous répondrait non. La réalité ici et ce qui se joue, c'est le contrôle de l'opinion publique. En d'autres termes, quand vous contrôlez l'opinion publique d'un pays, le pays vous appartient presque. Vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts, puisque ceux qui y vivent pensent comme vous le souhaitez. C'est ici que prend sens tout le financement apporté par les États à leurs médias orientés vers le reste du monde. Regardons ensemble combien ceux qui façonnent le narratif mondial aujourd'hui investissent dans les médias. Les États-Unis dépensent plus de 800 millions de dollars via le USAGM. Ils investissent dans Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia. Du côté de la Russie, Russia Today et Sputnik investissent à hauteur de 300 millions d'euros annuels. Ils diffusent également dans plus de 100 pays avec une présence massive et croissante au Sahel et en Afrique centrale. La France, quant à elle, investit plus de 300 millions d'euros par an dans France Média Monde qui inclut RFI et France 24 que vous connaissez très bien.
Ces chaînes-là émettent dans 180 pays et touchent 254 millions de personnes par semaine. Pour ce qui est de la Chine, au-delà de l'opacité des chiffres, elle dépenserait également des milliards, des millions de dollars par an dans son dispositif médiatique. CGTN, China Daily, China Radio International. Soyons naïfs 2 secondes. Vous pensez vraiment que tous ces milliards-là sont dépensés juste pour vous informer? Bien sûr que non. Cet argent est dépensé pour nous convaincre, pour nous faire adhérer à une vision du monde, la leur, pour installer une idéologie. C'est ce que les spécialistes appellent le soft power. Cet extrait de la chronique de Ariel Kitio de notre partenaire Afromédia vous permet de comprendre l'importance des moyens mobilisés par les autres puissances pour influencer les opinions publiques à travers le monde et notamment en ce qui nous concerne l'opinion publique africaine. Vous remarquerez bien qu'il ne s'agit pas seulement de l'Occident. C'est tous les pays qui veulent avoir une réelle politique d'influence dans le monde qui le font. C'est donc le prolongement de la politique étrangère de ces États, ces médias-là. C'est ainsi que pendant très longtemps, pour parler d'un cas très connu, des médias comme RFI, France 24 ou alors France Média Monde, pour être complet, dépendaient du ministère des Affaires étrangères français. Face à ça, que faisons-nous, nous autres Africains? Si on enlève les cas d'initiatives privées qui essayent de faire la riposte, que font les États africains face à cette véritable guerre informationnelle? Il n'est pas ici question pour nous de blâmer les autres. Ils sont dans leur rôle. Vous avez bien vu que la Russie a développé ses propres médias. Vous avez vu que la Chine a développé ses propres médias. Pourquoi nous autres Africains, nous décidons de rester spectateurs? Pourquoi nous ne décidons pas d'appliquer l'un des principes simples en diplomatie qu'est la réciprocité? Parce qu'en réalité, il faut le dire, si RFI, France 24, BBC, CNN, Voice of America sont présents partout en Afrique, c'est parce que nous leur permettons d'y être. C'est nous qui leur donnons des fréquences. Alors, pourquoi est-ce que nos dirigeants ne demandent pas ne serait-ce que de la réciprocité pour qu'on puisse avoir également nos médias qui arrosent tous ces pays-là et essayer aussi, pourquoi pas, d'influer sur leur opinion publique? Quand vous vous retrouvez du côté de l'Occident et que vous essayez de parler de l'Afrique à des gens qui y vivent et qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, ils vous prennent très souvent pour des extraterrestres. Parce que contrairement à nous, ils ne consomment pas ces médias. Allez regarder les audiences de France 24, par exemple, en France. Vous verrez que c'est un média que les Français ne consomment pas. Donc ils ont une idée de l'Afrique qui est très arrêtée. Mais nous, ici, nous leur faisons la part belle. Quand vous arrivez dans les hôtels en Afrique, vous avez accès à tous ces médias. L'inverse n'est pas forcément possible. Dans nos aéroports, dans nos bureaux, qu'est-ce que nous suivons au quotidien? Malgré le fait que ces dernières années, il y a eu un vrai boom de l'audiovisuel sur le continent où plusieurs médias africains avec une ligne éditoriale profondément africaine ont pu voir le jour. Mais malgré cela, nous restons toujours dans ce complexe-là qui voudrait que la meilleure information vienne d'ailleurs. Il faut le dire, les premiers responsables de cet état de choses, ce sont nos dirigeants qui, pour la plupart, sont même parfois illégitimes. Mais pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ont envie d'être appelés pays démocratiques, d'être qualifiés de pays où on respecte la liberté d'expression ou encore des droits de l'homme. Alors qu'on se rend bien compte que les autres savent très bien que quand leurs intérêts sont menacés, il n'y a pas de place pour la liberté d'expression, pour la démocratie ou encore pour les droits de l'homme. Il y a certains qui prennent exemple sur cette démocratie, par exemple les États-Unis, la France, pour dire que non, en réalité, il n'y a pas de pression au niveau des médias, mais c'est faux. Rappelez-vous, en 2000, le 11 septembre, des attentats du 11 septembre 2001, ce qui s'était passé, il a fallu que l'administration, en ce moment, puisse appuyer et mettre la pression sur les médias pour que les médias ne puissent plus diffuser les choses de Ben Laden. Il y a eu de ces cas en France. En novembre 2015, je crois bien, il y a également les médias qui étaient sous pression. On leur a dit non, vous n'avez pas le droit de diffuser tel, de diffuser tel. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ou ce qui s'est passé au moment de la guerre en Ukraine dans le traitement de l'information par les médias occidentaux, vous comprenez bien qu'on n'est plus dans du 2 poids 2 mesures. C'est tout simplement, permettez-moi l'expression, du foutage de gueule. Certains ont peut-être oublié qu'au tout début de la guerre en Ukraine, les médias russes, Sputnik et Russia Today, ont tout simplement été bannis de l'espace européen parce qu'on estimait que ces médias faisaient la propagande de la Russie.
La justice européenne valide la suspension de la diffusion du média russe RT. Le tribunal déclare et arrête. Le recours est rejeté. Les juges estiment que la décision de l'Union européenne de faire taire Russia Today ne menace pas la liberté d'expression. C'était peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait pendant plus de 4 ans. Mais RT France, c'est plus que ça. RT France, ce ne sont pas que des journalistes, ce sont aussi des personnels administratifs et des techniciens de talent. Depuis notre lancement et jusqu'à maintenant, notre seul et unique objectif a été de vous informer, de vous donner d'autres points de vue, de respecter les opinions de tous, donner la parole aux invisibles des grands médias traditionnels également, que ce soit en France ou à l'étranger. Et nous l'avons toujours fait avec la plus grande vigilance journalistique, en totale liberté jusqu'au bout. Au nom de toutes les équipes d'RT France, nous souhaitions vous remercier sincèrement pour votre fidélité tout au long de ces 4 années. Mais en Afrique, on essaye de nous donner des notions de liberté d'expression, de démocratie et de droits de l'homme. Et on aime ça. C'est pour cela qu'il était important que les pays de l'AES prennent leur courage à 2 mains pour arrêter définitivement la diffusion de certains médias sur leur territoire. Nous, déjà, suite aux attaques contre le Mali, le mouvement Martin Luther King a publié, nous avons rendu public un communiqué. Et nous avions dit, médias français et apologie du terrorisme. Voilà. Médias français et apologie du terrorisme. Le MMLK accuse. Et nous avions donné à tous les journalistes français de par le monde, on leur a dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre que ces médias donnent facilement la parole aux ACMI, JNIM, EGS, et ils lisent intégralement leurs revendications. Madame, ils lisent intégralement leurs revendications. Il n'y a pas d'autocensure. Mais il n'y a pas d'autocensure. Ils le font. Mais madame, si un homme attaque une école à Toulouse, on dit terrorisme islamiste, barbare, lâche. Mais quand le même type d'homme attaque une école à Dibo, on dit un groupe djihadiste, insurgé, mouvement qui contrôle un territoire. Quelle est la différence? La différence, oui, c'est des djihadistes, c'est des rebelles. Mais la même personne. En France, on dit oh, c'est un terroriste. C'est un terroriste. C'est pas juste une question de terminologie. Non. Non, le terrorisme est plus du comme les rebelles. Les rebelles, c'est des citoyens qui réclament, qui posent des réclamations. Mais les terroristes, c'est des gens qui sont des barbares, qui sont autre chose carrément. Et donc, c'est comme ça que les médias français traitent les informations concernant les pays africains, notamment les pays de l'AES. Maintenant, on ne peut pas accepter cela. Vous ne pouvez pas vouloir changer de paradigme et laisser quelqu'un d'autre parler à votre place de vous, de ce que vous faites. En d'autres termes, contrôler votre narratif. La révolution qui est en train d'avoir cours aujourd'hui au sein de l'AES doit s'appuyer d'abord sur une révolution mentale. Le travail cognitif est important dans toute guerre. Et c'est pour cela qu'il est important d'avoir ses propres instruments et de contrôler au maximum ce qui retombe sur votre opinion publique. Ce n'est pas un fait du hasard si vous arrivez dans certaines parties du monde et que vous n'avez pas accès à tous ces médias qui ont pignon sur rue sur le continent africain. Quand vous arrivez en Chine, en Iran, en Corée du Nord et même en Russie, vous verrez que l'information est suffisamment contrôlée et filtrée. Car en réalité, certains pays se sont érigés en gendarmes du monde et estiment que c'est à eux de classer le pays en fonction, eux, de leur sensibilité et leur vision. C'est ainsi que certains États vont être qualifiés d'États voyous parce qu'ils ne suivent pas la ligne directrice imposée par ces pays-là. Malheureusement, en Afrique, nous sommes encore dans cette dynamique. Nous cherchons à faire plaisir aux autres alors que eux, ils ne cherchent que leurs intérêts. Les conséquences de cette passivité ou de cette extrême porosité de l'Afrique dans le secteur médiatique sont incommensurables. Je vais prendre quelques exemples pour le démontrer. Vous verrez très bien, quand vous regardez certains médias occidentaux, qu'ils ont choisi un champ lexical pour parler de l'AES. Ils vont parler à chaque fois de la junte militaire au pouvoir, parce qu'ils savent très bien que parler d'une junte, c'est péjoratif. Ils ne vont pas parler des autorités maliennes, ils ne vont pas parler des dirigeants maliens. Pour parler du président du Mali, par exemple, ils vont parler du chef de la junte, et non du chef de l'État malien, et non du président de la transition malienne.
C'est à dessein. Si vous observez bien, vous verrez que comme par hasard, ils ont tous les mêmes expressions. Des rebelles touaregs associés à des djihadistes s'opposent à la junte militaire au pouvoir. Le chef de la junte, on n'a pas de nouvelles de lui. Les djihadistes du JNIM, alliés aux rebelles touaregs, poursuivent leur offensive sur l'ensemble du territoire contre la junte au pouvoir. Le plus grave, c'est que certains de ces médias se sont transformés en véritables tribunes pour les terroristes. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis. Je vous propose de suivre cet extrait qui vous permet de voir comment s'est passée une commission d'enquête concernant le financement de l'audiovisuel public en France. C'est très édifiant. Est-ce que vous trouvez normal que des journalistes du service public, payés à hauteur, je prends le groupe de 300 millions d'euros, près de 300 millions d'euros chaque année, donnent la parole au chef, au responsable d'un groupe djihadiste qui attaque chaque jour nos intérêts stratégiques, les intérêts stratégiques aussi de la population dans ce pays africain? Est-ce que c'est notre rôle à nous de financer ça? Alors, monsieur le rapporteur, il s'agit de Wassim Nasr, qui est journaliste spécialiste des questions djihadistes, qu'un certain nombre de parlementaires connaissent d'ailleurs, puisqu'il est très régulièrement auditionné ici même à l'Assemblée nationale, tant son expertise est reconnue. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Il n'a pas fait une interview de ce djihadiste, de ce chef djihadiste. Il a envoyé une vingtaine de questions à ce chef djihadiste, par écrit, donc il ne s'agit pas d'une interview, et on lui a répondu par écrit. Il n'a pas retranscrit mot à mot les réponses du chef djihadiste, mais il a fait une chronique où il a contextualisé et remis en perspective les réponses de ce chef djihadiste. Donc on ne lui a pas donné la parole, il a eu des informations, et à partir de ces informations, il a fait une chronique en relatant donc les faits, en recontextualisant, pour donner des clés de compréhension à nos audiences, pour bien comprendre la situation au Sahel. Je vous remercie pour vos réponses. Madame Burgraff, vous insistez sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une interview, vous l'avez répété à plusieurs reprises, ce n'est pas une interview. Quand je lis le chapeau de l'article, le chapeau dit, c'est la première fois, je cite le chapeau, c'est la première fois qu'il répond à une interview. C'est votre chapeau. 2 points, après 2 années de tractation, Hamadoun Koufa, chef de la Katiba Massina du djihad, lié à Al-Qaïda, a accepté de répondre aux questions de Wassim Nasser, journaliste à France 24 et spécialiste des groupes armés. Après avoir reçu 17 questions de notre confrère, il a répondu à 14 d'entre elles. Est-ce que, honnêtement, vous trouvez normal, donc là, vous voyez que même vous-même, vos équipes, vos services expliquent que c'est une interview, est-ce que vous trouvez normal que l'argent du contribuable, l'argent des Français, contribue à 2 ans d'efforts pour aller donner la parole et pour aller recueillir les impressions d'un chef djihadiste sanguinaire sur les antennes du service public? Et je le rappelle, l'article que vous avez publié, sur les sites en tout cas du service public, donc l'article est intitulé « Russie au Sahel, exaction du JNIM, projet d'expansion, les réponses du chef djihadiste Hamadoun Koufa ». Donc les réponses du chef djihadiste Hamadoun Koufa, c'est une forme de tribune aussi qui lui est donnée, c'est une interview, de toute façon, c'est le chapeau de l'article qui l'explique. Est-ce que vraiment vous pensez que les Français veulent continuer à payer pour ça? Est-ce que c'est le rôle aussi de vos chaînes et de vos sites internet de donner la parole à de tels groupes djihadistes? Je dois vous avouer que cet extrait m'a obligé à retourner vers Mercourt pour essayer de comprendre si j'avais pas bien saisi ce que c'était qu'une interview. Mais vous comprenez très bien qu'on est là dans un jeu de dupes. Je vous propose dans la suite d'écouter cet autre extrait. Monsieur le rapporteur, il y a des choses que je ne sais pas exactement quelles sont les règles de confidentialité ou pas, que je serais ravie de vous adresser par écrit, si vous le voulez bien, et que je ne pense qu'il serait inopportun de divulguer là. Et je peux vous dire que nous sommes en contact très régulier avec l'état-major de l'armée française, et notamment sa composante qui intervient en Afrique. Donc, mais si vous le voulez bien, je vous répondrai tout cela en détail par écrit ou oralement. Ok.
Ce qui est intéressant, c'est que cette responsable de France 24 dit détenir des informations à caractère confidentiel, ce qui en soi n'a rien d'anormal, qu'elle pourra bien entendu communiquer au rapporteur selon sa convenance. Cela démontre tout simplement que tout n'est pas dit et qu'un média, contrairement à ce qu'on veut faire croire, n'est pas que là pour informer. J'imagine déjà le type d'information confidentielle qu'elle ne peut pas donner justement au cours d'une commission comme celle-là qui bien évidemment est filmée. Cela revient tout simplement à dire que nous devons faire très attention. Nous devons arrêter de faire preuve de naïveté. Tous ces médias sont des instruments des autres et on ne peut pas leur reprocher d'avoir leurs instruments. À nous d'avoir les nôtres. C'est comme ça que cela fonctionne. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, avec les dernières attaques du 25 avril au Mali, qu'une grande tribune a été offerte au FNLA sur les médias français. France 24, TV5, les leaders de ce mouvement sont interrogés. Il faut le relever aujourd'hui, le FLA ne peut plus être considéré comme un mouvement indépendantiste. C'est devenu aujourd'hui un groupe terroriste. Vous ne pouvez pas pactiser avec le JNIM, qui est un groupe terroriste, et estimer que vous restez un mouvement indépendantiste. Cela n'a aucun sens. Dans la compréhension des médias, notamment français aujourd'hui, on peut donner la parole à un terroriste, mais on ne peut pas donner la parole, par exemple, à un humoriste. Je suis assez amusé quand je suis les arguments des responsables de France 24, essayer de se défendre tant bien que mal, quand je sais qu'en France, il y a certains humoristes qui ont été bannis des plateaux télé tout simplement parce que leur sketch n'a pas plu ou n'a pas fait rire tout le monde. Ou parce qu'on a estimé qu'à un moment donné, ils sont sortis du cadre de l'humour pour avoir des positions politiques. Ce qui est très grave, et nous devons faire attention, c'est que ces médias nous arrosent. Ça veut dire que les populations sont au contact de ces médias tous les jours et se font instrumentaliser par ces médias-là. Nous avons donc, à mon sens, au niveau du continent africain, un véritable travail d'assainissement à faire. Les plus radicaux diront il faut tout simplement fermer ces médias. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin de tout pour faire un monde. C'est à nous de faire la part des choses. Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Nous serons obligés tôt ou tard à collaborer. Même dans les pays de l'AES, où ces médias ont tout simplement été fermés, les gens arrivent par d'autres moyens à y avoir accès. Donc ce serait peine perdue. Comme j'aime souvent à le dire, on ne peut pas arrêter le vent dans sa paume de main. Il s'agit pour nous de développer des mécanismes de riposte et de nous doter des instruments nécessaires pour mener cette guerre informationnelle indispensable pour la libération totale de notre continent. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que le mal est très profond et si on ne fait pas attention, on aura perdu même avant de commencer à se battre. L'essentiel des médias africains ont pour source d'information des grandes agences de presse internationales. AFP, l'agence France Presse, Reuters, qui est d'origine britannique, ou encore American Press, pour ne prendre que les plus importantes. Comment voulez-vous vous abreuver à la source des gens dont l'objectif n'est pas de vous informer, mais davantage de vous désinformer? Il est peut-être temps que nous, autres journalistes, nous prenions nos responsabilités. Il est peut-être temps que nous, autres responsables de médias africains, nous apprenions à davantage travailler ensemble pour être complémentaires. Étant donné que dans la plupart des cas, les dirigeants à la tête de nos États font la fuite en avant et préfèrent garder leurs bonnes relations avec les grandes puissances internationales. Nous ne pouvons plus continuer à nous regarder avec les lunettes des autres. Et c'est tellement grave que cet état de choses fait en sorte que le journalisme, même en Afrique aujourd'hui, face à un véritable problème. Beaucoup de confrères pensent maladroitement qu'être un grand journaliste aujourd'hui, c'est avoir ses sources auprès de ces agences de presse occidentales. Alors qu'on sait très bien que ce sont des sources qui sont déjà biaisées. Certains pensent même, comme on aime à le faire croire, qu'être un grand journaliste, c'est forcément dénigrer tous les dirigeants africains et mettre tout le monde dans le même panier sans faire la part des choses. C'est bien d'avoir une capacité de dénonciation quand on est journaliste, mais on doit aussi avoir une capacité de responsabilité et surtout comprendre quels sont les enjeux. Parce qu'il est très dangereux d'avoir un pouvoir comme celui qui est le nôtre et être plutôt un instrument au service des ennemis du continent africain. Nous devons nous remettre en question et faire la part des choses dans ce combat qui nous incombe tous, celui du contrôle de notre narratif.
Aujourd'hui, il y a un motif d'espoir parce que plusieurs médias, plusieurs journalistes africains et même des influenceurs de tous bords font un travail extraordinaire qu'il faut saluer sur les réseaux sociaux pour donner un autre son de cloche. Il y a 10 ans de cela, ce qui venait des médias occidentaux faisait vérité et d'évangile. Aujourd'hui, on a le contrepoids, on a la possibilité d'entendre autre chose, même si ce n'est pas suffisant, c'est déjà un pas. Mais nous ne gagnerons pas cette guerre si les efforts conséquents ne sont pas opérés, si nous n'opérons pas une véritable remise en cause pour nous poser les véritables questions. Comment faisons-nous pour contrôler notre narratif? C'est sans doute là l'une des clés pour enfin gagner ce combat que nous menons pour la libération totale et définitive du continent africain.